Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo avec un nouveau format, un truc un peu différent de ce que j'ai pu faire jusque-là. Alors j'ai pas encore le titre, je me déciderai au moment de la poster, mais ça sera probablement quelque chose du genre qu'est-ce qu'il faut pas lire ou pourquoi les boomers vont rester pauvres. L'idée elle est simple, je vais rassembler, compiler et puis commenter certains des pires articles qu'on peut encore lire aujourd'hui à propos de Bitcoin et des crypto-monnaies. Parce que si moi j'ai rien contre la critique, d'ailleurs il y a beaucoup de choses à critiquer sur cette industrie et son fonctionnement. Bitcoin fait partie de ces systèmes qui se fortifient à mesure qu'on les attaque. Il a besoin de critiques pour pouvoir s'amender et progresser. C'est un système, Taleb appelle ça un système antifragile. Mais par contre, j'en peux plus qu'on fasse encore comme si on était en 2011. Comme s'il suffisait de répéter en boucle les mêmes arguments pétés pour que cette fois-ci, pour une obscure raison et par le plus grand des hasards, ils deviennent pertinents. Ça n'a jamais marché et rien ne dit que ça marchera à l'avenir. Je pense qu'on a dépassé ce stade, largement. Je veux dire, le stade des critiques infondées. Personne ne vous demande d'embrasser le projet. Vous pouvez dire tout le mal que vous pensez de Bitcoin. Mais si vous voulez être un peu pertinent, il va falloir faire des recherches. Il va falloir vous renseigner sur ce dont vous parlez. Et ces recherches, de toute évidence, certains en font l'économie. Bon, et puis on va pas se mentir, il y a un gros potentiel de LOL à l'idée de se foutre de la gueule de nos fameux experts en crypto-monnaie. Et puis il y a une phrase de Favier que j'aime bien, il me semble que c'est dans l'Acéphale, il dit les mêmes personnes qui aujourd'hui traitent avec légèreté Bitcoin, je cite de tête, traitent avec légèreté Bitcoin et les crypto-monnaies, seront ceux qui, dans 10 ans, seront invités dans des colloques avec des titres comme « Pourquoi la France a-t-elle raté le virage de la blockchain ?» Et ils seront là en train d'expliquer que oui, moi j'y ai toujours cru, mais vous comprenez, j'étais prudent et tout, vous voyez le style. Alors pour lire ce genre d'article, vous pouvez aller sur le site Bitcoin Obituaries. J'ai aucune idée de comment ça se prononce. Il me semble que ça veut dire funérailles, éloge funèbre, peut-être. C'est un site anglophone donc qui recense toutes les fois où Bitcoin a été déclaré mort. Et il y en a eu un paquet. Il va y avoir aussi un autre intérêt à faire ça. Je ne sais pas où en est votre niveau martial, mais pour apprendre à parer un coup, il n'y a pas de secret. Il faut l'encaisser. Il faut l'encaisser 100, 1000, 10 000 fois. Et ce qui est pratique avec Bitcoin, c'est que c'est toujours les mêmes arguments qui reviennent 100, 1000 et 10 000 fois. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris ce qui n'allait pas ou qui ont compris ce qu'était Bitcoin et ce que ça a arrangé, mais qui vont avoir du mal à formuler ces arguments, à défendre leur position, en particulier quand ils sont face à de la défiance, face à de l'agressivité ou du mépris. Donc voilà, c'est aussi ça que je vais proposer, une espèce de cours d'autodéfense intellectuelle à l'usage du bitcoiner. Voilà, en ce qui me concerne, le format sera très audio, il n'y aura pas beaucoup de choses à l'écran, et je vais m'arranger pour que ça puisse très bien s'écouter comme un vlog ou comme un podcast. Et globalement, je compte faire assez peu de cuts. Je précise que mon texte n'est pas écrit, j'ai déjà lu l'article, je sais à peu près ce que je vais dire, mais c'est un format dans lequel je vais essayer de faire preuve d'un peu de spontanéité. Donc si je dis une bêtise, eh bien je ferai un erratum par la suite. Alors voilà, vous savez tout et c'est parti. Et alors pour le premier, je l'admets, je me suis pas attaqué au plus affûté de la boîte. Ça fait marrer, ouais j'en rigole, tous ces oiseaux qui s'envolent, pas de bol, pauvre gogol. Ça fait marrer, ouais j'en rigole, tous ces oiseaux qui s'envolent, pas de bol, pauvre gogol. Alors aujourd'hui nous parlons d'un article qui a été publié dans L'Opinion, qui est un journal tout à fait quelconque. Pour faire simple, c'est le point de rendez-vous de tous les pisse-froids libéraux qui n'ont pas été qualifiés pour le Figaro. Les actionnaires, je vous les mets à l'écran. Alors c'est des têtes qu'on connaît déjà, c'est du Bernard Arnault, c'est du Perdriel, c'est du Bettencourt. Pour bonne part, c'est aussi détenu par la boîte du Wall Street Journal, avec qui ils ont aussi une convention éditoriale. On se sent new-yorkais. Alors c'est bien entendu une feuille en déshérence, lourdement subventionnée, en situation de déficit chronique, et qui aurait disparu depuis bien longtemps si on lui appliquait le libéralisme qu'elle prône. Mais par miracle, ils sont arrivés au 2000e numéro, et ça c'est toujours une bonne occasion d'avoir une idée à la con. Pour marquer le coup, ils sont allés voir tous les boomers qu'ils connaissaient, et ils leur ont demandé d'imaginer l'actu en 2025. Alors c'est un exercice un peu neuneux, dans lequel tout le monde va venir comme ça nous livrer son avenir fantasmé, dans lequel évidemment il a le beau rôle. Et ce qui est pratique, c'est que ça engage à rien, parce que bien évidemment dans 5 ans tout le monde aura oublié toutes ces conneries. Il y a surtout que tous les gens qui ont été invités dans le cadre de ce 2000e numéro, ils sont infoutus de tenir un discours sur ce qui s'est passé l'an dernier. Alors vous pensez bien que sur ce qui s'est passé dans 5 ans, on va ramer, on va méchamment ramer. Mais il y a un type, on lui dit vas-y c'est ton jour, tu parles de n'importe quoi, on te donne une page, tu dis ce que tu veux,
tant que ça se passe dans le futur. Et ce même type, il s'est dit putain, faut absolument que je leur parle de Bitcoin. Faut absolument que je leur dise que ça go zéro, là ça va plus. Il s'est dit c'est ça le plus important, leur monnaie de merde, là, leur truc de geek. Bon bah ok, on va lire ça et puis on va commenter. Let's go. Alors, l'article a été commis par Philippe Brassac, qui n'est rien de moins que le directeur général du Crédit Agricole. Et le titre, sans appel, avril 2025, le Bitcoin sous $1, histoire d'un aveuglement. Alors là, c'est très bien parce que tout de suite, on se rend compte que ce monsieur Brassac, c'est quelqu'un qui aime la mesure. C'est quelqu'un qui pense que ça sert à rien d'être dans l'exagération. Hein, voilà. C'est pour ça qu'il nous sort une target de psychopathe là dès le début, en nous promettant l'histoire d'un aveuglement. Alors moi tout de suite je suis hypé. Je me dis en plus il va nous raconter comment ça s'est fait. Alors j'attends de lire cette histoire avec intérêt. 2 ans jour pour jour après le passage du Bitcoin sous la part $1. Parce que ça il faut le savoir aussi. C'est que c'est pas en 2025 que le Bitcoin il est sous $1. Hein. C'est en 2023 en gros. Voilà, lui, ça lui allait pas. 5 ans, c'est... Non, ça va pas assez vite, là. Benga. Non, 2023, c'est $1, c'est tout. De nouveaux articles s'étonnent de la cécité collective dont nous avons pu faire preuve. On va partir du principe qu'il a raison. On va partir du principe que, ok, dans 2 ans, ça vaut plus rien. Soit, je veux bien. Même en acceptant ça, et puis après tout, pourquoi pas, hein, même en acceptant ça, la cécité, je veux bien, mais collective, waouh. Je me sens encore bien seul, hein, moi, avec mes Satoshi. Alors certes, il y a une pénétration de plus en plus importante dans la société et chez les intellectuels qui sont très en retard, les intellectuels. On en reparlera, ça d'ailleurs, on fera une vidéo sur ce sujet. Mais en tout cas, on peut pas dire qu'elle est collective. Par contre, des gens qui achètent aveuglément, oui, ça y en a. Il serait idiot de le contredire. Bref, on continue. Les impacts désastreux de ce que l'on a ironiquement appelé la crise des crypto-passifs sont encore bien présents. Alors ça, il me semble que c'est une blague de banquier. Il faut savoir que les banquiers sont des êtres tristes et lugubres, mais parfois, de temps en temps, pour lancer un article, ils se permettent une blague. Et là, cette blague, elle a besoin d'une grosse explication de texte, ce qui en fait une très mauvaise blague en réalité. Bon, alors je vais vous expliquer, en fait, la plupart des anti-crypto de l'école style Banque de France refusent d'appeler ça une monnaie, parce que gna c'est pas une monnaie. Mais il faut bien les nommer, ces trucs-là. Et comme ça leur écorche la gueule de dire le mot monnaie, ils ont utilisé le terme actif, sous-entendant que ce n'est que pure spéculation, patati patata. Un passif, par contre, là ça va être dans votre bilan comptable, il y a ce qui vous rapporte de l'argent et ce qui vous coûte de l'argent. Ce qui vous coûte de l'argent, on appelle ça un passif. Donc la blague de monsieur Brassac, c'est que d'abord tout le monde va reprendre la formulation PT de la BDF, de la Banque de France, et que en plus ça va coûter de l'argent à tout le monde. Genre que d'avoir du Bitcoin dans son portefeuille va vous coûter de l'argent. On n'est pas loin du famoso perdre 3 fois sa mise de notre ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Nous nous sommes heureusement bien remis de l'effet perte de richesse qui n'avait en réalité jamais existé dans l'économie réelle. Bon bah voilà, qu'est-ce qu'on nous fait chier alors ? Si tout le monde s'en est remis de vos histoires, si tout ça c'était que du virtuel au final, si personne n'a gagné de vrai argent, bah alors, on va pas en reparler pendant 1000 ans non plus, c'est tout. Il y a beaucoup de contradictions chez les no-coiners, je vais les appeler comme ça, les gens qui n'ont pas de Bitcoin et qui sont en général contre Bitcoin. Parmi ces contradictions, une des plus éclatantes, c'est à la fois de dire qu'on représente rien, mais qu'on va quand même tout niquer. Et c'est pas fini, hein, écoutez. Il reste néanmoins de façon très pesante, et c'est sans doute la spécificité la plus singulière de cet événement, une crise de nature politique et morale ressentie sur toute la planète. Mais faites un choix, bordel. Soit on tient le game, soit on n'est rien. Putain. Ce qui est quand même dingue, c'est que dans le contexte de conjonction des crises qu'on est en train de vivre, de crise sanitaire, de crise politique, de crise économique ou financière, qu'entre la politique délirante de la Fed et les mineurs de Dogecoin, c'est censé être les seconds qui vont tout gâcher. Vous êtes sérieux là ? Alors regardez bien, restez attentifs. Ces prochaines années, vous allez en voir un paquet des Philippe Brassac qui vont essayer de nous faire porter la responsabilité de leurs erreurs. Je colle, c'est colle. Je pourrais dire c'est école. Ensuite, si on lit bien la phrase
on va provoquer une crise morale ressentie sur toute la planète. C'est-à-dire que on va unir les peuples. On va unir les peuples dans leur indignation contre ces saloperies de crypto-monnaies. Ça va être ça notre barreau d'honneur. Ça va être d'être un objet de détestation à la fois pour l'influenceur péruvien et pour l'agriculteur vietnamien dans sa rizière, tu vois. Comment exiger des comptes à des responsables, puisque nous savions dès le début qu'il n'y en avait pas. Alors ça, c'est une phrase intéressante, elle est à la fois vraie et fausse. D'abord, ce que tu recherches, c'est pas un responsable, Philippe, c'est un bouc émissaire, c'est très différent. Alors je vais pas commencer à citer René Girard, parce que j'aurais pas assez de toute la vidéo. Le truc, c'est que, ouais, on est tous, dans les cryptos, responsables de ce qu'on met, on est responsable de ce qu'on en fait. On est pleinement en détention de tout ce qui est dans un wallet dont nous contrôlons, dont nous détenons la clé. Ce qui veut dire que, en effet, quand on merde et quand on perd, bah, il nous reste plus que nos yeux pour pleurer. C'est vrai, c'est le cas. C'est un processus de responsabilisation. Et ça va à l'encontre de tout ce mouvement d'infantilisation qui a l'air mais transcendant dans toute la société occidentale. Oula, j'utilise des gros mots, il faut que j'arrête. Comme on dit dans le milieu, à ceux qui perdent beaucoup d'argent à cause d'une erreur technique ou de jugement, sorry for your losses. Mais on va pas faire grand-chose de plus. Quelles mesures corriger là où il n'y a pas de régulation ? Alors ça, c'est une phrase qui est aussi complètement fausse. Il y a une régulation, il y a une autorégulation. Le marché, l'écosystème tout entier s'autorégule par la convergence des intérêts de ses acteurs. Et ça prend du temps. Mais si tu veux changer des choses, propose, vas-y, parle-nous, on t'écoute, on t'attend, on t'entend. On t'entend un peu trop. En tout cas, moi j'ai la réponse à ta question. Comment arranger les choses ? Tout simplement en attendant que la convergence des intérêts fasse émerger une solution. En le disant, on se rend compte à quel point c'est libéral. Donc ça devrait être un petit peu votre dada, ça, à l'opinion. Le libéralisme, le vrai. Comment injecter de la liquidité de secours dans un système non monétaire et hors de tout contrôle ? Mais qu'est-ce qu'on en a à branler de ta liquidité de secours ? On n'en veut pas de ta liquidité de secours, ça nous intéresse pas. C'est pas... qu'est-ce que ça veut dire en plus, ça, de la liquidité de secours ? On a déjà... Notre marché est déjà assez manipulé, si en plus on vous laisse rentrer, merde ! Mais là, sur cette phrase, elle est extrêmement intéressante parce que c'est là qu'on voit que les masques tombent, que pour eux, que pour cette caste, autant les profits, on les garde pour nous. Bon, ils payent des impôts et tout, mais ne soyons pas caricaturales, ils payent sûrement des impôts. On mutualise les gains, mais on socialise les pertes. C'est-à-dire qu'on se redistribue entre nous, entre actionnaires, les fruits de notre spéculation. Mais par contre, dès que ça merde, attention, hein. Heureusement qu'il n'y a Papa État pour venir injecter de la liquidité de secours, quoi que ça veut dire. Vous savez qui a injecté de la liquidité de secours en 2008 ? Vous savez quelle était la seule poche de liquidité exploitable aussi rapidement à l'époque ? Vous le savez pas ? Ben, je vous le dirai dans une prochaine vidéo très intéressante qui concernera le crime organisé. Comment avoir imaginé une valeur durable en l'absence d'utilité objective autre que le caractère spéculatif ? Bon, alors ça c'est du grand classique, hein, c'est la grande question de la valeur du Bitcoin. C'est-à-dire que puisque la valeur du Bitcoin est fixée par un système d'offre et demande qu'on appelle, alors attention, un grand scoop, on appelle le marché, eh bien on va lui nier quelque valeur objective que ce soit. C'est-à-dire ni une valeur d'usage, ni une valeur de... C'est-à-dire que ces gens ne se sont jamais dit que ceux qui achètent du Bitcoin y trouvent peut-être une utilité. Peut-être, je ne sais pas, je suppute. Posséder l'unité insaisissable d'un réseau de transfert de valeur sécurisé, décentralisé, incensurable, et qui, dans une certaine mesure, va venir réifier le cyberespace, c'est-à-dire donner une existence presque réelle à des objets qui sont purement numériques. Eh bien, peut-être qu'il y a quelques personnes que ça intéresse. Après, qu'il y en ait d'autres, et qu'il y en ait même beaucoup, qui spéculent sur la valeur future de Bitcoin, ça, personne ne va jamais le nier. Mais ce n'est pas une raison pour dire que Bitcoin n'a pas de valeur en lui-même, n'a pas de valeur intrinsèque. Seulement, cette valeur, comme la valeur de toute chose, est fixée par le marché. Désolé. Comment tant de personnes informées, sensées,
et éduquées. Vous avez vu comme il me brosse dans le sens du poil? Comment tant de personnes informées, sensées et éduquées ont pu se convaincre que la valeur du Bitcoin ne pouvait que monter? Que monter, monsieur, dès lors que le moindre doute provoquerait inéluctablement une prophétie autoréalisatrice inverse. Alors, ta phrase lourdingue, là, qui veut rien dire, elle est complètement fausse. Tu crois qu'on doute pas? Tu crois qu'il n'y a pas de doute? Non mais regarde le Bitcoin en H4. Demande-toi si on doute pas. Tu crois qu'on n'a pas la main qui tremble quand on achète un Bitcoin à moins 80% de son ATH? Tu crois qu'on se sent comment quand on achète de l'Ethereum à 80$ alors qu'on le voyait quelques mois avant à 2500? Tu crois qu'on se marre tous les 6 mois quand la Chine banne le Bitcoin? Ouais, on se marre un peu tous les 6 mois quand la Chine banne le Bitcoin. Mais ce que je veux dire, c'est que on a bien conscience d'évoluer dans un écosystème qui est d'une certaine manière fragile, même si chaque jour il l'est un peu moins, mais aussi que les prix qui sont proposés aujourd'hui sont de nature spéculative. Sauf que nous, et là on va arriver à la conclusion de ton article, sauf que nous on n'a pas peur de la spéculation. C'est un truc de dingue, hein, mais ça nous fait ni chaud ni froid, parce qu'on sait qu'on gagne à la fin. Comment ne pas avoir vu plus simplement que le masque de la nouveauté technologique dissimulait le visage millénaire de l'appât du gain? Alors en 2021, on a vu beaucoup de choses, hein, et on a même vu un banquier nous faire la leçon sur l'appât du gain. Mais je vais quand même répondre que si Philippe Brassac réduit Bitcoin à sa simple dimension technologique, c'est qu'il n'a rien compris à ce qu'était Bitcoin, et même les cryptos, mais surtout Bitcoin. Et je l'invite donc à se renseigner un petit peu plus. Toutes ces questions feront couler encore beaucoup d'encre. Alors j'espère bien que si Bitcoin tombe à $1, je vais vite l'oublier. Donc si c'est le cas, si ça arrive, je vous demanderai d'éviter de me le rappeler tous les mois. Hein. Ça sera une partie assez honteuse de ma vie. Économistes, historiens, philosophes et politiciens identifieront sans aucun doute rétrospectivement, c'est toujours plus simple, rétrospectivement c'est toujours plus simple, les signes avant-coureurs dans le but de nous éviter de tomber à nouveau dans un tel travers. Alors ça c'est une phrase intéressante en réalité, parce que Bitcoin est en effet, et ça qu'on soit pour ou contre, qu'on pense que dans 3 ans il sera à $1 ou à 1 million, on peut tous se mettre d'accord sur l'idée que Bitcoin est un outil critique très intéressant et très important pour pouvoir aborder les questions modernes, les questions contemporaines concernant la finance et la monnaie. C'est-à-dire que l'existence même de cet objet, de ce protocole, a son importance et pourra servir de base critique aux philosophes, aux politiciens, à tous ces potes qui écrivent dans l'opinion, pour pouvoir aborder peut-être avec un œil nouveau la finance traditionnelle. Donc dans le scénario catastrophe de M. Brassac, il y a, je trouve, cette phrase qui surnage un peu, cette idée peut-être, ce germe d'idée intelligente sur ce tas de fumier qui nous a pondus. Allez, on termine l'article. Serons-nous pour autant immunisés contre la spéculation? Je ne le parierai pas, même pour un Bitcoin. Comment quelqu'un d'aussi éduqué, d'aussi informé, d'aussi intelligent que moi, que nous, comment avons-nous pu tomber dans le panneau? Pourquoi n'as-tu pas retenu ma main? Comment se fait-il que ma banque m'ait laissé faire tous ces transferts sur Kraken? J'aimerais remonter dans le temps, Philippe. J'aimerais te demander conseil. J'aimerais acheter ce super produit à 2,1% par an, avec fonds bloqués, taxé à 20%. Je comprends pas, Fifi. Je comprends pas. Pourquoi suis-je si attiré par Bitcoin et les crypto-monnaies? Ou alors peut-être que je regarde les infos de temps en temps. Tu vois, Philippe, c'est ça qui est marrant. C'est que moi, j'ai pas besoin de m'inventer un monde pour défendre mes positions. J'ai pas besoin de dire « Oui, c'est ça qui va se passer dans 2-3 ans, écoutez-moi » et puis jouer les prophètes de mauvais augure. J'ai juste à regarder ce qui se passe, ce que vous faites. Et c'est pas joli. L'entente illégale sur les marchés obligataires, par exemple. C'était pas par appât du gain? Tu vas me dire que c'était par pur altruisme, peut-être? Mais ce que je fais, c'est du whataboutisme, et ce n'est pas une belle rhétorique. Je vais plutôt essayer de répondre à ce papier mensonger. D'abord, il est mensonger parce que moi, on m'avait promis l'histoire d'un effondrement. Et à part de vagues invocations, je n'ai pas eu cette histoire. C'est-à-dire que je n'ai pas eu le déroulé de comment ça s'est passé, ou de comment ça va se passer, pour le coup. Il n'y a tout simplement aucun argument
dans son paplard. Il s'est juste fait plaisir. Il l'a pondu en 10 minutes, sa merde. Et moi, parce que je suis un gros con, je vais passer une nuit entière à lui répondre. Mais alors, je vais essayer d'honnêtement résumer sa position pour pouvoir y répondre. Il me semble que ce qu'il a voulu dire, c'est que Bitcoin ne repose sur rien et que le contexte d'hyperspéculation qui l'entoure le condamne à très court terme. Alors pour commencer, Bitcoin ne repose pas sur rien. C'est un protocole qui repose sur son code et sur son réseau. Mais je vais plutôt répondre sur la partie spéculation parce que c'est la partie la plus intéressante en mon sens. D'abord, il faut se rendre compte qu'il y a une espèce de guerre sémantique derrière ça, c'est-à-dire que on va utiliser le terme spéculation pour ne pas avoir utilisé le terme d'investissement. Exactement pour la même raison que la Banque de France veut que nous utilisions le terme crypto-actif et non pas crypto-monnaie. Et c'est avec cette idée en tête qu'il faut un petit peu dézoomer et avoir une approche un peu plus long terme. Ce qui drive le prix à la hausse sur les bitcoins, sur le long terme, ce n'est pas la spéculation, c'est l'investissement des gens. C'est l'investissement par exemple des mineurs, qui chaque jour sécurisent un petit peu plus le réseau. Maintenant, que dans l'état actuel des choses, la majorité des échanges soient dans un but spéculatif, il me semble que c'est vrai. Alors je suis pas allé vérifier, mais d'instinct je crois que c'est vrai. Mais en fait, je m'en tape parce que Bitcoin avait besoin de ça. Bitcoin, pour se développer, avait besoin d'une forte liquidité. Je vous rappelle qu'on parle d'une monnaie là, on ne parle pas du kebab du coin, on parle d'établir une monnaie. Pour ça, nous avions besoin d'une masse de liquidité gigantesque. Et cette masse nous a été apportée par les traders spéculateurs, qui d'ailleurs, pour la plupart, et dans l'ordre des choses, se font plumer. Je suis à deux doigts de reprendre l'expression de Gordon Gekko dans le film Wall Street d'Oliver Stone. Greed is good. The point is, ladies and gentlemen, that greed, for lack of a better word, is good. Il faut aussi se rendre compte qu'au XXIe siècle, par l'effet du libéralisme, je pense, nous spéculons sur absolument tout. Absolument tout est régi par la loi de l'offre et de la demande. Le prix d'un billet de train, par exemple, est fixé par des considérations d'offre et de demande. De la même manière, puisque c'est très facile pour nous de plier bagages et d'aller s'installer n'importe où, acheter une maison quelque part ou accepter un emploi à un endroit, dans un pays, c'est spéculer sur la prochaine prospérité de cet endroit. En fait, vous ragez juste parce que maintenant on a le choix. C'était pas le cas avant. On était bloqué dans votre système. Mais aujourd'hui, des alternatives émergent. Alors elles sont pas encore parfaites, ça c'est sûr. C'est encore difficile de payer sa baguette de pain avec des cryptos, pour reprendre l'exemple boulanger très français avec lequel ils nous font tous chier. Alors moi je ne dis pas que c'est bien ou mal, mon propos n'est pas là, mais ce dont je suis sûr c'est que tu n'es pas le mieux placé pour nous tenir ce discours. Parce que même si, pour signer son papier, Philippe Brassac se présente comme le directeur général du Crédit Agricole, ce qu'il est, il oublie de préciser qu'il est à la tête de la Fédération bancaire française, qui n'est rien d'autre que le lobby bancaire français. Et oui, ce monsieur a un pouvoir de nuisance énorme. C'est ce genre de type qui va foutre toute l'industrie bancaire dans le mur. Suce pas les bouts du PDG, y a pas d'argent, pas d'enjeu, un coucou pour les petits rageux. Les enragés se barrent en faisant caille-caille, c'est pas des courageux. Le crew est dans sa grotte, il se réunit. Bien, maintenant qu'on a dit tout ça, moi aussi, et je pense que c'est de bonne guerre, moi aussi j'ai envie de m'accorder un kiff, moi aussi j'ai envie de me sentir prophète, et moi aussi j'ai envie d'imaginer l'actualité en 2025. Alors déjà, ça vous étonnera pas, je n'imagine pas le dollar à un bitcoin. Le dollar sera beaucoup moins qu'un bitcoin, c'est sûr. Par contre, je pense, j'imagine que toi et ta clique, Philippe, vous allez vous mettre au crypto. Et pas tant parce que vous allez changer d'avis par vous-même, mais parce que des gens comme Sidzi, par exemple, derrière Binance, vont racheter des parts de vos banques ringardes, agressivement, et que là, ça va parler chinois, littéralement. Je vais conclure par un conseil que me donnait ma grand-mère, qui était, et comme toi, je le sais, pétrie par un espèce de bon sens paysan. Ma grand-mère, donc, qui me donnait ce conseil, ne dis jamais, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Voilà, je crois que c'est tout pour ce soir. Alors, je vais vous laisser avec deux sources, parce que, bon, évidemment, dans ce format, je ne compte pas aller au fond des choses, au fond des arguments. Par contre, je peux vous donner des pistes pour pouvoir les approfondir. Alors, il y a le livre que je conseille tout le temps, qui est le livre d'Adli Takal-Bataille et Jacques Favier, qui s'appelle « Bitcoin, la monnaie acéphale ». Et puis, il va aussi y avoir, sur un format beaucoup plus court, cette page, je ne sais pas trop comment l'appeler, de Renaud Lischitz. Je suis désolé, je suis sûr que j'écorche votre nom, mais qui a un titre très facile à retenir, Top des fausses idées reçues sur Bitcoin et les crypto-monnaies. Bien évidemment, les liens sont dans la description. Et maintenant, je vous invite à venir en commentaire me dire à combien vous voyez le Bitcoin en 2025. Ya están aquí.